La pluie s'abattait sur Paris comme un verdict divin, et Julien, depuis la vitre blindée de son bureau au sommet de la tour Montparnasse, vit l'homme pour la première fois, une silhouette courbée, un sac à dos rongé par l'humidité, qui fixait le vide avec une intensité qui le transperça. « Entrez » murmura-t-il à son assistant, la voix rauque d'une urgence qu'il ne s'expliquait pas, alors que son cœur, ce traître endurci par les fusions-acquisitions, battait comme un tambour de guerre. Et quand l'inconnu franchit le seuil, dégoulinant sur le marbre italien, Julien comprit que ce n'était pas de la charité, mais un appel primal. « Asseyez-vous, dit-il, et parlez-moi de votre vie, car la mienne en a besoin. » Julien Duval, 35 ans, héritier d'un empire immobilier qui touchait le ciel parisien, n'était pas homme à s'attendrir sur les âmes errantes. Son bureau, un sanctuaire de verre et d'acier surplombant la capitale, abritait des secrets plus froids que les contrats qu'il signait d'un trait de plume. Ce soir-là, cependant, alors que la nuit d'automne engloutissait les boulevards, il avait cédé à une impulsion irrationnelle. L'homme dehors, il l'apprendrait plus tard son nom, Simon n'était pas un mendiant ordinaire. Ses yeux, d'un vert profond comme la Loire en crue, portaient une histoire que Julien, avec toute sa fortune, n'avait jamais su lire dans les siens propres. « Je m'appelle Simon Leroux », avait dit l'intrus d'une voix éraillée par le froid, s'asseyant avec une dignité qui contrastait avec ses vêtements en lambeaux. Julien, assis en face, un verre de cognac à la main, l'observa comme on dissèque un tableau volé. Simon avait une trentaine d'années, peut-être moins, avec des cheveux châtains collés par la pluie et une barbe naissante qui soulignait une mâchoire carrée, presque aristocratique. « Qu'est-ce qui vous amène ici » demanda Julien, feignant la nonchalance, mais son pouls trahissait l'excitation d'un chasseur face à une proie imprévue. Simon rit, un son amer qui ricocha contre les murs insonorisés. « La faim, monsieur. Et la curiosité. On dit que les riches comme vous collectionnent les trophées. Je me demande si un sans-abri fait l'affaire. » Julien tressaillit. Personne ne lui parlait ainsi depuis des années, pas même ses amants éphémères, ces ombres discrètes qu'il payait pour leur silence. Il se leva, contourna le bureau massif en acajou, et s'approcha. L'odeur de Simon aux terres mouillées, tabac froid, et quelque chose d'indéfinissable, comme l'iode de la mer l'envahit. « Restez, ordonna-t-il doucement. Je vous offre un repas. Et une nuit au sec. » Ce qui suivit fut un tourbillon. Julien fit monter un plateau du restaurant étoilé en bas, foie gras, magret de canard, un bordeaux millésimé. Simon mangea avec une voracité contenue, racontant par bribes son parcours. Ancien professeur d'art à la Sorbonne, viré pour inconduite, un coming out mal géré, une relation interdite avec un étudiant. Puis la déchéance, SDF des quais de Seine, survivant de petits jobs noirs, hanté par un frère aîné qui l'avait renié. Julien écoutait, fasciné. Lui, qui avait nié son propre désir pour les hommes pendant des décennies, marié à une façade nommée Élise, une avocate ambitieuse qui collectionnait les robes de Chanel comme il collectionnait les immeubles. À minuit, quand Simon s'endormit sur le canapé en cuir, Julien ne put se résoudre à le chasser. Il s'assit à côté, effleurant du bout des doigts l'épaule tatouée de l'homme un oiseau en vol, symbole de liberté perdue. Pour la première fois, Julien se sentit vivant, vulnérable. Le lendemain matin, il offrit à Simon un costume sur mesure, un poste fictif d'assistant culturel dans sa fondation. « Pourquoi moi » demanda Simon, les yeux plissés de suspicion. Julien sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux verts, si semblables à ceux de l'autre. « Parce que vous me rappelez que la richesse n'achète pas l'âme. » Les jours devinrent semaines. Simon s'installa dans un appartement meublé que Julien loua près des Champs-Élysées, un cocon anonyme loin des regards. Ils se voyaient tous les soirs, dîner dans des brasseries cachées du Marais, promenade le long de la Seine où Simon parlait de Cézanne et Julien de ses rêves brisés. Une tension grandissait, électrique, comme l'air avant l'orage. Un soir, sous les lumières tamisées d'un cabaret de jazz, Simon posa sa main sur la cuisse de Julien. « Tu n'es pas obligé de jouer les sauveurs » murmura-t-il. Julien, le cœur en feu, répondit par un baiser volé, bref mais incendiaire, qui scella leur pacte secret. Mais Paris, cette ville de murmures, n'oublie rien. Élise, avec son flair de requin, remarqua les absences de Julien, ses regards absents lors des galas. « Qui est-ce » demanda-t-elle un soir, en fouillant son téléphone. Julien mentit, mais le doute s'insinua comme un poison. Simon, de son côté, luttait contre ses démons, la peur d'être un jouet, l'envie de fuir avant que l'amour ne le brise à nouveau. Pourtant, dans les bras de Julien, il se sentait entier. Il faisait l'amour pour la première fois dans l'appartement, sous un plafond orné de moulures haussmanniennes,
avec une tendresse qui effaçait les cicatrices. « Je t'aime » souffla Julien, et Simon, les larmes aux yeux, répondit « Ne me trahis pas ». La première fissure apparut lors d'une réception au Louvre. Julien, en smoking, présentait Simon comme son collaborateur. Élise surgit, un verre de champagne à la main, et planta ses griffes, charmant, ce nouveau protégé. Attention, chérie, les artistes finissent souvent au rebut. Simon blêmit, mais Julien le défendit d'une voix d'acier, il vaut mieux que nous tous ici. Plus tard, dans une alcôve sombre, Simon accusa, tu me caches comme un secret honteux. Julien jura fidélité, mais au fond, il savait, son monde, ce carcan de pouvoir et de convention, menaçait de les engloutir. L'hiver s'installa sur Paris avec une cruauté biblique, enveloppant la ville d'un manteau de givre qui craquelait les pavés. Julien et Simon, dans leur bulle fragile, défiaient le froid par des nuits enflammées. Julien découvrait en Simon un miroir déformant, l'homme qu'il aurait pu être sans l'héritage paternel, sans les non-dits d'une famille bourgeoise où l'homosexualité était un vice à exorciser. Simon, lui, renaissait sous les caresses de Julien, apprenant à rire à nouveau, à peindre dans l'atelier improvisé que son amant lui avait offert, surplombant Montmartre. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Élise, sentant le sol se dérober, engagea un détective privé. Les photos arrivèrent un matin pluvieux, Julien et Simon enlacés au pont des Arts, un baiser capturé comme une preuve irréfutable. Elle confronta Julien dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement, les yeux froids comme la pierre de la cathédrale Notre-Dame. « Tu me prends pour une idiote ? Ce clochard, c'est ton amant ?» Julien, acculé, nia d'abord, puis explosa, « C'est plus que ça. C'est l'amour que je n'ai jamais eu avec toi. » Élise rit, un rire de verre brisé. « L'amour ? Tu parles d'une passade. Pense à ton père, à l'entreprise. Tu seras ruiné, Julien. Et lui ? Il te quittera dès qu'il aura son compte. » Les mots d'Élise s'enracinèrent comme des ronces. Julien, tourmenté, commença à douter. Il annula des rendez-vous avec Simon, prétextant des voyages d'affaires à New York une excuse qui puait le mensonge. Simon, sensible comme un sismographe, perçut le recul. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il un soir, dans le lit défait où il s'était aimé la veille. Julien, évitant son regard, murmura « Rien. Juste le travail. » Mais Simon n'était pas dupe. Fils d'un ouvrier syndicaliste, il avait appris à flairer la trahison dans les silences. Il fouilla l'appartement, trouva les messages codés d'Élise sur le téléphone oublié de Julien, « Reviens à la raison, ou je balance tout à la presse. » La nuit suivante, Simon confronta Julien au bureau, sous les néons impitoyables. « Tu me jettes comme un Kleenex usé » hurla-t-il, les poings serrés. Julien, les traits tirés par l'insomnie, s'effondra en larmes, un spectacle inédit pour cet homme de fer. « J'ai peur, Simon. Peur de tout perdre. Mon nom, ma famille. Toi. » Ils s'embrassèrent alors avec une violence désespérée, comme pour conjurer le destin, mais le mal était fait. Simon partit, laissant derrière lui une toile inachevée, deux silhouettes entrelacées sous un ciel d'orage, symbole de leur union précaire. Julien plongea dans le travail, une fuite en avant. Il lança une OPA hostile sur une start-up rivale, enchaîna les réunions jusqu'à l'aube, noyant ses remords dans le whisky pur malt. Mais les rêves le hantaient, Simon errant à nouveau dans les rues, ses yeux verts accusateurs. Un soir, lors d'un dîner d'affaires au Plaza Athénée, il croisa par hasard un ami de Simon, un ancien collègue de la Sorbonne. « Ton protégé ? Il est reparti à zéro, paraît-il. Vendu ses toiles pour survivre. Dommage, il avait du talent. » Julien sentit son monde s'effriter. Il appela Simon, mais le numéro était coupé. Désespéré, il fouilla Paris, les bouquinistes du quai Malaquais, les cafés enfumés de Saint-Germain, les refuges pour SDF où Simon avait jadis dormi. Pendant ce temps, Simon, blessé dans son orgueil, s'était exilé dans les faubourgs. Il trouva refuge chez une vieille amie, une galeriste lesbienne nommée Claire, qui l'accueillit sans question. « L'amour, c'est une guerre, mon grand » lui dit-elle en lui servant un café serré. Simon peignait frénétiquement, transformant sa douleur en couleurs vives, rouge sanglant pour la trahison, bleu profond pour le manque. Il refusait de supplier Julien, se jurant de ne plus être le faible. Mais la nuit, seul dans son grenier, il relisait leurs messages, murmurant des « je t'aime » fantômes. Le destin, ce farceur parisien, les remit sur le même chemin lors d'une exposition au centre Pompidou. Julien,
traîné là par Élise pour sauver les apparences, s'arrêta net devant une toile, exil intime, signé Simon Leroux. L'image le frappa comme un coup de poignard, un homme riche tendant la main à un ombre, mais la main se refermant en poing. Les larmes montèrent. Élise, à ses côtés, siffla, pathétique. « Tu vas vraiment tout risquer pour ça ?» Julien la planta là, traversa la foule, et trouva Simon au fond de la salle, discutant avec un critique. Simon souffla Théil, la voix brisée. L'artiste se tourna, le visage impassible. « Monsieur Duval. Ravi de vous voir parmi les amateurs d'art. » La froideur coupa Julien plus profondément qu'un scalpel. Ils parlèrent à voix basse, les mots heurtés comme des pierres sur le pavé. « J'ai eu tort. J'ai laissé la peur gagner. Reviens. » Simon secoua la tête. « Revenir ? Pourquoi, Julien ? Pour être ton secret de plus. » La dispute s'enflamma, attirant les regards. Simon partit le premier, laissant Julien seul avec sa toile, un miroir de son échec. Dehors, sous la pluie fine de février, Julien erra jusqu'au Pont-Neuf. Il appela son avocat, dicta une lettre de divorce à Élise, et vendit une partie de ses actions pour fonder une association d'aide aux artistes marginalisés. Mais Simon ? Il avait disparu à nouveau, emportant avec lui le cœur de Julien. Les semaines passèrent en un brouillard de regrets. Julien, amaigri, hantait les vernissages, espérant un signe. Et un soir, dans un petit bar du quartier latin, il le vit, Simon, assis au comptoir, un verre de pastis devant lui, riant avec un groupe d'amis. Le bar était un de ces antres oubliés, avec des murs tapissés de vieilles affiches de mai 1968 et une odeur de tabac froid qui collait à la peau. Julien hésita sur le seuil, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. Simon, de dos, semblait plus frêle, ses épaules voûtées sous un pull élimé. Il se leva pour partir, mais leurs regards se croisèrent dans le miroir craquelé derrière le barman. Simon se figea, puis un sourire là s'étira ses lèvres. « Destin ou coïncidence ?» dit-il en se tournant. Ils parlèrent toute la nuit. Julien avoua tout, les pressions familiales, le chantage d'Élise qui menaçait de révéler non seulement leur liaison, mais aussi les magouilles financières de l'Empire Duval, des pots de vin pour des permis de construire, des évasions fiscales masquées. « Je suis un imposteur, Simon. Toi, tu es vrai. » Simon écouta, les yeux brillants de larmes contenues. Il parla de son propre passé, le frère qu'il avait battu après son coming out, la mère morte trop tôt sans pardon, les nuits sous les ponts où il rêvait d'un amour sans chaîne. « J'ai cru en nous. Puis j'ai cru que tu me voyais comme un fardeau. » À l'aube, ils marchèrent le long de la rive gauche, la Seine léchant les quais comme une amante jalouse. Julien prit la main de Simon, et cette fois, il ne la lâcha pas. « Divorçons-nous de nos peurs » proposa-t-il. Simon accepta, mais avec une condition, pas de château en Espagne. « Si on recommence, c'est à égalité. Je ne serai plus ton protégé. » Ils scellèrent cela d'un baiser sous le pont des Arts, ignorant les cadenas rouillés des amours passés. Mais la trahison n'était pas finie. Élise, furieuse d'abandon, passa à l'attaque. Elle contacta le frère de Simon, Antoine, un homme aigri devenu flic à la PJ, qui haïssait son cadet pour avoir sali le nom familial. Ensemble, ils ourdirent un plan, des faux témoignages pour accuser Simon d'escroquerie, prétendant qu'il avait séduit Julien pour son argent. Les journaux People s'emparèrent de l'affaire, le milliardaire piégé par un SDF séducteur. Et l'opinion publique, ce tribunal impitoyable, condamna Simon avant même le procès. Julien, outré, engagea les meilleurs avocats, mais le mal était profond. Simon, arrêté une nuit pluvieuse, passa une semaine en détention provisoire à la Santé. Julien le visita, séparé par une vitre sale, et pleura comme un enfant. « C'est ma faute. J'aurais dû tout balancer plus tôt. » Simon, palme et droit, répondit « Non. C'est le monde qui est tordu. Batte-toi pour nous. » Libéré sous caution, Simon refusa de se cacher. Il donna une interview au Monde, racontant leur histoire sans phare, un amour gai, pur, heurté par les préjugés et l'argent sale. Le procès devint un cirque médiatique. Antoine, à la barre, cracha son venin, « Mon frère est un parasite. Il a toujours été comme ça, » à mendier l'attention. Mais Julien témoigna, la voix ferme, « Simon m'a sauvé. Il m'a appris l'humanité dans un monde de requins. » Élise, convoquée, craqua sous le feu des questions, avouant ses manigances. Le juge, un homme d'une 60aine d'années au regard las, relaxa Simon pour non-lieu.
La justice n'est pas aveugle au cœur brisé, conclut-il. Pourtant, la victoire était amère. Antoine, démasqué, se suicida dans son appartement de banlieue, laissant une lettre accusant Simon de tous ses maux. Simon s'effondra, hanté par la culpabilité. « J'ai détruit ma famille », murmura-t-il à Julien, lors d'une veillée funèbre pluvieuse au Père-Lachaise. Julien l'enlaça sous les ifs centenaires. « Non, c'est l'homophobie qui l'a tué. Nous, on survit. » Ils rentrèrent enlacés, mais une ombre planait, et Élise, ruinée par le divorce, jurait vengeance. Elle vendit des secrets de l'Empire Duval à un concurrent, provoquant une chute boursière. Julien perdit la moitié de sa fortune, mais gagna sa liberté. Il transforma la fondation en un havre pour artistes LGBTQ+ marginalisés, avec Simon comme directeur artistique. Leur amour, forgé dans l'adversité, fleurit en un quotidien simple, matin paresseux dans un loft du Marais, exposition partagée, voyage en train vers la Provence où Simon peignait et Julien lisait Baudelaire. Mais le passé rôdait. Une lettre anonyme arriva un jour, « Vous n'êtes pas en sécurité. » Élise ? Un complice ? La paranoïa s'installa. Le printemps revint sur Paris avec une douceur trompeuse, éveillant les marronniers du Luxembourg en une explosion de vert tendre. Julien et Simon, dans leur nouveau rythme, semblaient avoir dompté les tempêtes. Ils organisaient des ateliers gratuits pour jeunes artistes queer, transformant un entrepôt désaffecté de Belleville en un espace vibrant de couleurs et de voix étouffées trop longtemps. Simon, libéré de ses chaînes, peignait avec une ferveur nouvelle, des toiles où des hommes s'embrassaient sous des cieux urbains, défiant la grisaille. Julien, lui, apprenait la vulnérabilité, écrivant des discours pour des conférences sur l'inclusion, sa voix autrefois glaciale désormais chaude d'émotion. Mais Élise n'était pas vaincue. Exilée à Deauville après le divorce, elle ourdissait dans l'ombre, aidée par un ex-associé de Julien, un requin nommé Marc, qui convoitait l'Empire Duval depuis des lustres. Ensemble, ils fabriquèrent un scandale, des faux emails suggérant que Julien avait utilisé la fondation pour blanchir de l'argent via les œuvres de Simon. La presse, avide de chair fraîche, titra « L'amour gay cache un trafic ». Les dons se tarirent, les partenaires fuirent. Julien, acculé lors d'une perquisition au loft, vit les agents tout fouillés, toiles déchirées, photos intimes exposées comme des trophées de honte. Simon, effondré, accusa « C'est fini, Julien. Ils nous briseront. » Pour la première fois, Julien douta. Une nuit, seul dans le bureau vide, il envisagea la fuite, un billet pour New York, une vie anonyme. Mais l'amour, ce feu tenace, le retint. Il confronta Marc lors d'un rendez-vous tendu dans un café de la Concorde. Pourquoi ? Pour l'argent ? Marc ricana, pour le pouvoir. Et parce que tu as tout eu, Duval. Élise mérite justice. Julien enregistra la confession, la transmit au procureur. Le contre-coup fut fulgurant, Marc arrêté pour diffamation, Élise interrogée, son réseau démantelé. Pourtant, le vrai coup vint d'ailleurs. Lors d'une exposition majeure au Grand Palais, un incendie criminel ravagea l'aile où trônaient les toiles de Simon. Les flammes, allumées par un vandale masqué au soupçonné d'être un fanatique lié à Antoine, dévorèrent des mois de travail. Simon, arrivant sur les lieux, hurla face aux cendres, « Tout est perdu ». Julien l'attira dans ses bras, sous les sirènes hurlantes, et murmura, « Pas nous ». Mais Simon, consumé par la rage, s'éloigna. « Je ne peux plus. Cet amour nous tue. » Il disparut 2 jours, errant dans les catacombes mentales de Paris, dormant dans un squat d'artistes près de la Bastille. Julien, fou d'inquiétude, alerta la police, fouilla les hôpitaux. Il trouva Simon au 3e jour, assis sur un banc des Tuileries, fixant la Louvre comme un ennemi. « Pars, » dit Simon d'une voix morte. « Sauve-toi. » Julien s'agenouilla, ignorant les passants curieux. « Jamais sans toi. On affronte ça ensemble. » Les mots, sincères, brisèrent la carapace de Simon. Ils pleurèrent, s'embrassèrent sous le soleil timide, un serment renouvelé au milieu des touristes indifférents. Leur résilience attira l'attention. Un journaliste du Figaro, touché par leur histoire, publia un portrait humain, de la rue au Louvre, un amour qui défie Paris. Les soutiens affluèrent, dont, invitation à des galeries internationales. Simon exposa les rescapés de l'incendie à Londres, où Julien l'accompagna, main dans la main pour la première fois en public. « Je suis fier, » dit Julien lors du vernissage, sa voix résonnant dans la salle bondée. Simon rougit, mais répondit d'un baiser chaste, provoquant un tonnerre d'applaudissements.
De retour à Paris, ils adoptèrent un chat errant nommé Baudelaire, symbole de leur renaissance. Mais le climax approchait. Élise, acculée par les poursuites, les invita à une trêve dans son manoir normand. Intrigués, ils y allèrent, un week-end d'octobre venteux. La maison, perchée sur les falaises, exhalait une mélancolie salée. Élise, amaigrie, les reçut avec un thé froid. « Je hais ce que vous représentez, avoua-t-elle. Mais je suis seule. J'ai perdu tout. » Simon, magnanime, lui tendit la main, l'amour n'est pas un jeu à zéro somme. Élise pleura, confessant son propre secret, une enfance abusée, un mariage de façade pour masquer sa bisexualité refoulée. La révélation d'Élise fut un séisme intime. Assis autour d'une cheminée crépitante, avec la mer du Nord mugissant au loin, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Élise raconta ses amours cachés, une femme à l'université, un silence imposé par une famille conservatrice. « Je vous ai haï parce que vous osiez ce que je n'ai pas pu, murmura-t-elle. Julien, ému, l'étreignit à un pardon fraternel. Simon, avec sa sagesse d'artiste, proposa « Recommençons. Pas comme ennemis. » Élise accepta une thérapie, et promit de témoigner contre Marc, scellant la paix. De retour à Paris, leur amour s'épanouit en un équilibre fragile. Julien vendit le reste de l'Empire pour se consacrer à la Fondation, rebaptisée au Pont d'Ombre, un clin d'œil à leur premier baiser. Simon devint une voix montante de l'art queer, exposant à Berlin, à San Francisco, portant leur histoire comme un étendard. Ils adoptèrent un rythme, matin de café au lait sur un balcon fleuri, soirée de jazz improvisée où Julien, maladroit au saxophone, faisait rire Simon aux éclats. Mais la vie, cette tragédienne, réservait un dernier acte. Un soir d'hiver, lors d'une marche nocturne le long des grands boulevards, un chauffard ivre percuta Julien. Il survécut, mais avec une jambe brisée et un traumatisme crânien qui le laissa en fauteuil roulant pour des mois. Simon veilla à son chevet à l'hôpital Necker, dormant sur une chaise inconfortable, lisant des poèmes de Rimbaud pour chasser les ombres. « Tu m'as sauvé 2 fois, murmura Julien, pâle sous les néons. Simon secoua la tête, « C'est nous qui nous sauvons. » La convalescence fut un purgatoire doux. Julien, contraint à l'immobilité, redécouvrit le monde à travers les yeux de Simon, les marchés aux puces de Vanves, les croissants chauds de Poilane, les couchers de soleil sur la colline de Montmartre. Simon peignit une série, failles lumineuses, inspirée de l'accident, décors brisés mais enlacés, lumière perçant les fissures. L'exposition au MAM, un triomphe, attira des milliers, dont Élise, venue incognito pour applaudir. Leur amour, éprouvé par le feu, émergea plus fort, plus humain. Julien apprit la patience, Simon la force. Ils se marièrent civilement un matin de juin, dans une mairie anonyme du VE arrondissement, avec Claire et Élise comme témoins. Pas de fanfare, juste un baiser sous les arcades, et un pique-nique au jardin des plantes. À nous, trinqua Julien avec du cidre frais. Simon sourit, à l'inattendu. Des années plus tard, assis sur un banc du Champ de Mars, face à la tour Eiffel scintillant, il regardait les amoureux passer. Julien, boitant légèrement d'une canne élégante, serra la main de Simon. « Si j'avais su, ce soir de pluie, que tu changerais tout. » Simon l'interrompit d'un baiser. « C'est ça, la magie de Paris. Elle transforme les sans-abri en rois. » Et dans cette ville de lumière et de secrets, leur histoire devint légende, un riche et un errant, unis contre le monde, prouvant que l'amour, vrai et sans fard, étonne toujours. Car au bout du compte, ce n'est pas la fortune qui sauve, mais le courage de l'âme.